Moi qui aime bien recommencer à zéro et me fixer des challenges, monter une société et sans rien y connaître a commencé à me tourner dans la tête. C'était l'idée de monter une société sans rien y connaître qui t'excitait. Alors, Juste pour être sûr, parce que comme j'ai rejoint cette société et que ça a été un chemin de croix au début, je veux juste savoir si c'était ton plan de monter une société ou tu connaissais rien. La plus grosse erreur, c'est pas quand on exécute plus ou moins bien quelque chose, c'est quand on bosse au mauvais endroit. Donc Roots, ça permet de comprendre en regardant des gens qui ont réussi dans des univers très différents. Hors norme, c'est ça le principe de l'émission, c'est de trouver des gens qui n'ont pas un parcours classique et de comprendre quelles sont les racines du succès, les causes. Qu'est-ce qui a été le moment pour eux où ils ont su ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui a été le moment où ils ont réussi? Quelle est leur façon de travailler? Et les conséquences aussi. Est-ce que c'est une bénédiction et une malédiction d'avoir un parcours hors norme? Est-ce qu'ils doutent encore? Et de se dire, ok, est-ce que je traverse? Les autres le traversent aussi. Donc c'est ça qu'on essaie de creuser. Pas de langue de bois, on essaie de faire ça de manière un peu fun aussi. Et donc voilà, comment j'équilibre le temps court, le temps long, la performance et le besoin de pivoter. Voilà, c'est plein de questions qu'on va explorer. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solveo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solveo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solveo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Bonjour et bienvenue dans Route, l'émission qui creuse les blocages invisibles. Alors attention, il y a un twist car cette émission n'est pas la mienne, même si je la présente aujourd'hui. L'idée de ce numéro de lancement, c'est de vous présenter ceux avec qui vous allez avoir rendez-vous dans les semaines et les mois qui viennent et que vous allez retrouver régulièrement sur cette chaîne et qui vont surtout vous donner envie de revenir et de vous abonner. Ils sont devant moi, Pedro Canali, Nicolas Lévy. Bonjour messieurs et j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Merci Jean-Philippe. Merci, Puisque ce studio sera le vôtre. Merci de m'avoir invité à cette grande première. Alors, moi qui suis un grand fan de Simon Sinek, je connais parfaitement le cercle doré, le quoi, le comment et le pourquoi, mais je vais rajouter un cercle supplémentaire, c'est le qui. Si vous le voulez bien, on va commencer par vous présenter, vous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Et qui êtes-vous vraiment? C'est ça la bonne question. Je vais commencer par peut-être la partie la plus connue de votre parcours, c'est le statut de joueur professionnel de poker que vous avez été tous les deux. Qui a commencé en premier d'ailleurs? Nicolas. Nicolas, En chef. joueur de poker pendant Plus de 10 ans. plus de 10 ans. J'ai découvert le poker en Angleterre, j'étais étudiant là-bas. C'est arrivé un tout petit peu avant la France. J'ai toujours aimé les cartes, de la magie. À On en l'époque. parlera après de la magie, oui. Voilà. Et quand des gens commençaient à me parler de poker, j'ai dit oulala, me parle pas de jeu de hasard parce que je sens que si je le fais, je vais le faire à fond. Et voilà, 10 ans plus tard, 2 millions de mains de jouer à haut niveau. Donc, découvert le poker sur Internet. Et je crois que le premier soir, quand j'ai joué, j'ai dit ça va être mon métier. Et donc ça a duré 10 ans. Joueur sponsorisé. Joueur sponsorisé, j'ai représenté Winamax pendant 7 de ces 10 années. Fait le tour du monde dans les grands tournois internationaux, joué des très grosses tables en ligne et les plus grosses parties de Londres. Je me suis bien marré, ça c'est clair. Et donc une vie de voyageur. Quand on est joueur de poker, on est tout le temps dans une valise en fait. Ouais, je faisais à peu près 200 jours par an, j'avais calculé à l'étranger. J'ai dû bien prendre de l'avance sur mon empreinte carbone. Alors maintenant, j'ai un vélo électrique et j'essaie de faire amende honorable. J'ai appris des trucs depuis, ou compris, ou accepté de voir des trucs en face. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de voyages, des beaux souvenirs, des tables de finale dans des tournois internationaux partout. Et puis, un petit apprentissage sur la vie. Je trouve que le poker, c'est le seul jeu où il y a un mix de hasard, d'empathie, même si c'est de l'empathie prédatrice, d'essayer de comprendre les autres, et puis de maths. Et donc ça représente un peu qui je suis aujourd'hui. J'aime bien calculer, comprendre et accepter le destin. Et contrairement à ce qu'on croit, même si le poker est un jeu solitaire, on n'est pas forcément tout seul quand on voyage, quand on joue, quand on échange. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Pedro, quelle année le poker?
Moi, ça a dû commencer en tant qu'amateur. Après, j'étais déjà joueur professionnel de Magic à l'époque, donc ça devait être 2005 quand j'ai découvert le poker. C'est les joueurs de Magic qui m'ont initié, les joueurs pros. Et puis David Williams, un ancien joueur de Magic, avait fini 2e au championnat du monde face à Greg Reimer à l'époque. Donc du coup, tous les joueurs de Magic sont un peu mis au poker. Et on a tous eu une espèce d'avantage déloyal. Depuis l'adolescence, on calculait les odds, on calculait les ranges de nos adversaires, on jouait des parties à fort enjeu. Une finale de Pro Tour, il y a 10 000 euros d'écart entre le premier et le deuxième. Donc c'est 20 000 ou 30 000 selon si tu gagnes cette partie. Ça fait assez bizarre quand tu as 20 ans. Donc ça nous a bien préparé pour le monde du poker. Et beaucoup de joueurs professionnels de Magic sont mis au poker avec succès. Et voilà, et j'ai fait partie de cette génération-là qui sont arrivés un peu après Nico. Ça devait être 2005-6 en amateur et professionnellement à partir de 2008. Toi aussi, joueur sponsorisé pendant un moment. Ouais, par Barrière et par la Barrière. Française des Jeux à l'époque. C'est là que j'ai rencontré Nico qui, lui, déjà sévissait sur le circuit, avait déjà plusieurs millions de dollars de gains en tournoi quand je l'ai rencontré. Et alors, on est tous adversaires quand on joue au poker, forcément. Et comment on se renifle, j'ai envie de dire, quand on se croise pour la première fois sur un tournoi, qu'on est chacun en plus sponsorisé par une room concurrente. C'est quoi qui fait le match? Bah là, on est obligé de balancer le gros dossier. C'était tard le soir? C'était tard le soir. Au moment où on se rencontre, c'était tard le soir. Au moment où on se rencontre, donc moi je faisais partie de l'équipe Winamax, qui était la non officielle équipe de France que tu connais très bien. Absolument. Et on arrivait localement et Pedro commençait à monter. Et ça ne se fera pas des honneurs. Je te dis qu'à l'époque, tu commençais à être une star locale, mais pas encore internationale. Et du coup, il s'est dit, voilà, il y a le terrain, il y a le tournoi international passe pas loin de chez moi. Je vais aller chambrer, et je vais aller me faire connaître de l'équipe Winamax. Et donc, on était au bar en train de boire des coups. Et le mec, c'est bon, on dit tout, on révèle les filles, c'est bon. Il n'y a pas de secret. Transparence totale. Et voilà ce gars qui arrive au bar et qui nous fait, bon, vous les gars de l'équipe Winamax, vous êtes très forts au poker, mais vous êtes nuls en drague. Ok. C'est qui celui-là? Moi, je suis danseur de salsa, je t'apprends la vie, machin. Et donc, ça part un petit peu en mode défi et en mode challenge. Et puis, les 2-3 personnes qui sont les 2-3 jolies filles qui sont rentrées derrière dans le bar ont été la mère de son fils et la mère de mes enfants, qu'on ne connaissait pas avant. Personne ne se connaissait avant. Aucun des quatre se connaissait avant de s'être rencontrés. C'est assez incroyable. Donc, c'était une soirée un peu destin et comme quoi l'alcool c'est mal, les enfants, mais bon là cette fois-ci. Et la salsa c'est bien. Ça a déterminé beaucoup de choses dans nos vies respectives à tous et toutes. Alors on va faire tout de suite cette parenthèse un peu, j'allais dire math skills. Toi Nico c'est la magie. T'as fait des spectacles de magie? Ouais, avant le poker et à nouveau maintenant, ça a pris une place très importante dans ma vie. J'ai arrêté pour des raisons évidentes au poker. Ça faisait pas super bon ménage. Oui. Non, mais en vrai, c'est pas tout à fait ça. Mais ouais, j'ai adoré les cartes très jeune. Mon père jouait déjà au casino blackjack. J'ai découvert de la magie quand j'étais tout petit. J'ai eu les yeux ronds comme des pelles en disant c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Et j'avais la même boîte de magie que tout le monde a eu à 7 ans où on fait des trucs un peu nazes avec des trucs en plastique. Sauf que moi, je l'ai pris au sérieux. C'est-à-dire, je me déguisais, je préparais un spectacle et je faisais des coupons d'invitation pour mes parents. Magnifique. Et voilà, et j'ai jamais regardé en arrière. Et donc après les études, j'ai eu un petit moment de crise, de foi en moi. Je voulais faire de l'informatique et développer des effets spéciaux pour Pixar et faire des moteurs 3D. C'était une bonne motivation. Voilà. Et à un moment, j'ai réalisé qu'il y avait 2-3 autres étudiants qui devaient être meilleurs que moi. Mais je me suis dit, panique. Si je suis pas le meilleur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sûrement travailler dans une cave sans fenêtre et gérer les problèmes d'email de gens qui comprennent pas rien à l'ordinateur. Et dans ma tête, c'était un grand écart. On était soit une star, soit une merde. Et donc, de peur, j'ai paniqué. Je suis revenu à ma passion première qui était la magie. Et j'ai dit, pour ne pas rater en informatique, je vais faire de la magie. Et j'en ai fait pendant plusieurs mois. Je fais des mariages, et des boîtes de nuit, un spectacle. Non, pro, payé. Non. Et à un même moment, je découvre le poker. Et là aussi, autre fuite. Ah tiens, je vais devenir joueur de poker professionnel. Ça aussi, c'est bien pour pas faire face à mes doutes sur mes capacités en informatique. Et en fait, il s'est avéré que j'étais très bon dans les deux. Donc, j'aurais pu faire l'un ou l'autre, ou sûrement de l'informatique aussi. Et le poker était beaucoup plus rentable très vite. Et puis, il y avait, je sais pas, un défi à l'intelligence, un truc qui a pris le dessus.
Mais voilà, c'était un moment. Il y a un autre univers dans lequel je suis magicien pro depuis 20 ans, c'est sûr. Absolument. Voilà. Et après, les deux sont très chronophages. Une partie de poker, c'est 10 heures par jour, plus raisonner, réfléchir. On va en parler après si tu veux. Et la magie aussi, en fait, il faut tout le temps avoir. Enfin, je fais des cartes, des choses qui demandent comme de la guitare, du toucher. Donc, c'était le gars qui a tout le temps une carte cachée quelque part dans la main pendant qu'il marche dans la rue, quoi. Donc, à un moment, il fallait faire un choix. C'était juste pas possible d'être les deux. Et alors, Pedro, la salsa, ça vient d'où, ça? Eh ben, écoute, j'ai un ami, quand j'étais en terminale, qui était amoureux d'une fille, donc il a suivi au cours de danse de couple. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, viens, tu vas adorer les danses de couple. J'ai dit, jamais de la vie. Il me dit, tu vas voir, c'est génial. Je dis, arrête, tu y vas juste parce que t'es amoureux. Et en fait, il me connaissait par cœur. C'était mon meilleur ami depuis des années. Et effectivement, il m'a traîné de force. J'ai dit, je viens une fois et après, tu m'en parles plus jamais. Et j'y suis allé et je suis tombé fou amoureux de la danse de couple. J'ai adoré ça. Donc au début, c'était rock'n'roll et danse de salon. J'ai fait taxi boy, mon premier métier. Donc je faisais danser les veuves dans les balles le dimanche pour éviter qu'elles se bagarrent avec les femmes mariées parce qu'elles invitaient les hommes. Il y a un film qui s'appelle comme ça, Taxi Boy, d'ailleurs. Bah, c'était mon premier métier. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé amoureux de la salsa. J'ai fait ça, je l'ai pris très au sérieux. Je suis parti me former à New York, à Paris, moi qui suis originaire de Aix-en-Provence. Ça a été vraiment une passion pour moi. Et au moment de la fac, j'ai commencé à donner des cours de salsa et il fallait choisir entre les deux. Ça m'a pris moins de 20 secondes, vu mon amour pour les études. Et j'ai monté mon école de danse dans le sud de la France. Et puis en parallèle, je jouais à un petit jeu de cartes qui commençait à devenir assez gros à l'époque, Magic, qui n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui, mais qui était déjà le jeu de cartes le plus joué au monde, que les chercheurs en intelligence artificielle considèrent comme le jeu le plus compliqué au monde, qui sera le dernier à être résolu, résolu par l'intelligence artificielle qui battra l'humain. Et j'ai commencé à y jouer de plus en plus. J'avais 2-3 profs qui travaillaient dans mon école de danse, j'avais un peu de temps libre. J'ai commencé à devenir pas trop mauvais. J'ai gagné un championnat régional, puis un championnat qui m'a qualifié à un championnat international. J'ai gagné le championnat international et je suis passé professionnel de fil en aiguille. Du coup, j'ai mené de front ma carrière de prof de danse et de joueur de Magic. Et puis après, en 2008, j'ai fait la transition vers le poker. Un vrai travail. Un vrai travail. Et j'ai fait ça jusqu'en 2012. Alors, on va faire une petite avance rapide. Le poker, au bout d'un moment, il y a quoi, une prise de conscience qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie, même s'il y en a qui l'ont fait. Hein. On a des exemples de gens qui sont, j'allais dire, morts à table ou presque, hein, dans les grandes figures du poker, notamment aux États-Unis. C'est quoi pour tous les deux le moment, le déclic ou le moment charnière, ensemble ou séparément, où un jour on se dit, bon, va falloir réfléchir à autre chose? Moi, je me souviens très bien de ce jour. C'était à Las Vegas, en 2011. En 2010, j'avais perfé, j'avais fini 70e sur 7000 joueurs au main event. Et j'y retourne cette fois-là, et là, je rate l'argent. Je saute le jour 3, le jour 4, on est payé. Je saute à la fin du jour 3, donc peut-être 4-5 heures avant l'argent. Et je sors avec un ami à moi qui s'appelait Game Walls, qui nous a quittés malheureusement, qui est un très très grand joueur de Magic. Et on commence à discuter de la vie, du poker, de plein de choses, comme souvent quand on saute d'un tournoi de poker, on devient très vite philosophe. C'est pas le meilleur moment, oui. Et avec Nico, on a passé des journées entières à regarder la mer, à se poser des questions philosophiques. Ben là, cette fois, c'était avec Gabe. Et c'est ok quand t'es sur la terrasse de Monte Carlo, mais... Oui. Et là, c'était très sympa. On était sur le rooftop du Rio, pour ceux qui connaissent. Magnifique. Un endroit Il y a moins d'eau. Un endroit magnifique. Et on commençait à parler d'entrepreneuriat. Un monde qui m'était vraiment inconnu à l'époque, à part mon expérience de directeur d'école de salsa, ce qui était très avec des bouts de ficelle. Le monde de la startup, je connaissais pas, et lui, il était très branché là-dedans. Et on a beaucoup discuté de ça, et je me suis dit, entrepreneur, j'y connais rien, ça me plaît. Moi qui aime bien recommencer à zéro et me fixer des challenges. Et c'est là que l'idée de monter une société sans rien y connaître a commencé à me tourner dans la tête. Et toi, Nico? Tu fais le lien entre les deux, juste, c'était l'idée de monter une société sans rien y connaître qui t'excitait?
Alors, Juste pour être sûr, parce que comme j'ai rejoint cette société et que ça a été un chemin de croix au début, je veux juste savoir si c'était ton plan de monter une société où tu connaissais rien. avec le recul, Tu l'avais pas dit ça à l'époque, hein? non, avec le recul, je pense que c'est un de mes moteurs d'être débutant. Okay. Parce qu'en fait, quand Donc oui. T'as une courbe d'apprentissage qui est hyper kiffante. C'est plein d'adrénaline, c'est plein de dopamine, c'est hyper excitant d'être débutant et d'apprendre très vite tous les jours. Quand tu commences à avoir un certain niveau dans un domaine, apprendre un tout petit peu plus pour libérer cette dopamine-là, c'est des heures et des heures de travail. C'est Nadal qui fait le même revers pendant 8 heures. qu'on évalue d'ailleurs à quoi 75-80% pour atteindre un niveau acceptable. Voilà. C'est après que ça devient hard. Les 20-10 derniers pourcents, là, c'est très dur. Moi, j'ai été dans le top mondial des joueurs de poker, top 10 mondial, c'est le plus gros niveau que j'ai eu de mon classement. Et ben, pour atteindre le top 3, c'était des mois et des mois de travail pour augmenter de 1% mon win rate. C'est pas du tout ma façon. Je suis pas un Nadal. Je suis quelqu'un qui aime bien avancer jusqu'à un certain niveau et après j'ai besoin de trouver de la motivation quelque part. Et donc oui, pour répondre à ta question, je pense que ça a été avec le recul, je m'en rends compte. Sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte, mais repartir de zéro et me challenger, ça a été effectivement un de mes moteurs. Toi, Nico, c'est plus une racine aussi personnelle, familiale. Ouais, moi j'ai eu des enfants qui en soi est une très bonne idée. Et ça va pas très bien avec 200 jours par an à l'étranger. Ça faisait déjà 10 ans que j'avais joué au poker. J'estime que j'ai joué plus de 2 millions de coups de poker dans ma vie. Parce que je jouais beaucoup de tables en même temps sur Internet. Puis des tournois live. Donc je pense que j'avais un peu fait le tour. Je voyais quand j'arrivais le soir et qu'on dînait avec d'autres joueurs de poker et que tout le monde voulait parler de son dernier coup, de la nuance entre eux, etc. Truc qui m'a fasciné pendant des années où j'étais complètement autiste avec tout le monde. Ouais, j'étais là, ouais, mais la philosophie, la politique, les relationnels, et qu'est-ce que vous voulez voir plus tard? Il y a que ça dans votre vie. Je commençais à devenir un vieux sensei fatigué. Et quand t'es un vieux sensei fatigué, ben, t'as une place de rôle secondaire dans la BD. Et clairement, on est un personnage sympathique, hein. Mais voilà, j'avais pas encore perdu tous les cheveux. Mais, je voyais que j'étais plus un jeune loup au poker et que j'avais fait mon temps. Donc, voilà. Et ça m'a beaucoup apporté et j'étais content de refermer cette parenthèse. Et je crois que je l'ai toujours su. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans le poker, j'ai eu un peu de pression. Je me suis dit, OK, c'est trop facile pour quelqu'un qui bosse, qui est pas trop con, qui a trouvé les bonnes sources, parce qu'il y avait beaucoup de conneries écrites à l'époque sur les bouquins de poker, étaient tous HS. Donc à l'époque, la difficulté, c'était de bien trier quelle est la bonne information. Il n'y avait pas des sites de coaching super qualifiés. Il y avait pas. Voilà. Ah, c'était dur. Il y avait tiens, c'est sur ce petit forum là-bas qu'il y a des Américains. C'est beaucoup mieux que le livre du triple champion du monde. C'est pas évident à comprendre. Et donc voilà, une fois qu'on n'était pas trop con, on avait bien sélectionné les infos. Je dis, je suis pas le seul à être capable de. Je gagnais vraiment beaucoup d'argent très rapidement. Je dis, c'est pas possible que je sois juste un énergumène unique. Donc c'est que beaucoup de gens vont y arriver aussi, et donc c'est que ça va devenir plus dur parce qu'à un moment je vais jouer contre eux. Donc j'ai un petit plan de carrière qui consistait à rester très bon le plus longtemps possible, trouver un sponsor pour ensuite avoir la capacité d'être au-dessus de la masse, d'être sur les parties les plus chères. Si les gens vont arriver sur les parties les moins chères et progressivement monter, donc il faut aller le plus haut possible, le plus vite possible et y rester. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 10 ans. Et puis à un moment, ça m'a quand même lassé. J'ai vu que je me faisais rattraper. Donc des enfants, les jeunes loups sont enfin arrivés à mon niveau et commencent à me polluer les parties et les tables. Bon, admettons, j'avais plus le problème d'ego que j'avais quand j'étais étudiant. Je peux tolérer d'être dans les meilleurs et pas l'absolu meilleur imbattable. Et juste, j'avais plus envie de prendre ce combat-là, donc j'ai passé à autre chose. Et je savais qu'après ça, je voudrais faire un truc constructif et tourner vers les autres, puisque le poker, c'est passionnant, mais c'est que de la compète. Donc c'est que pour toi, même si tu l'as dit, il y a une dimension groupe, mais globalement, tu travailles pour toi. Et donc, j'avais envie de faire un truc tourné vers les autres, donc une aventure collective. On a monté une start-up avec Pedro. Et du business, et donc construire des employés, des clients, des actionnaires, voilà, un truc fondamentalement collectif. Entreprendre tous les deux ensemble, mais en restant dans le poker quand même. Vous avez pas réussi à couper le cordon totalement. Parce que la première expérience, c'était Ranking Hero, qui, dans l'objectif, vous me dites si je vais bien résumer, une espèce de réseau social de joueurs de poker, mais de tout niveau. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le poker, il y a des classements qui existent, mais c'est des classements de gens qui jouent un minimum d'argent, et c'est juste un classement de combien ils ont gagné. Le chiffre d'affaires. Voilà, c'est un peu leur chiffre d'affaires. C'est même pas leur bénéfice d'ailleurs, parce que ça indique pas le nombre de fois où ils ont sauté d'un tournoi. Donc vous, votre idée, c'était de rassembler à la fois les top joueurs, le mec qui joue dans sa cuisine avec ses potes avec des cacahuètes, et de faire que tout le monde puisse se parler. C'est ça l'idée?
C'est ça, il suffit de trouver le taux de conversion de la cacahuète en jetons de poker et tu peux les mettre sur la même échelle. Peut-être Pedro t'en parlera mieux que moi, mais enfin, c'était son idée et je l'ai suivi, donc c'est peut-être, je vais te laisser la primeur. Mais en tout cas, juste pour répondre à la première question, c'est pourquoi rester dans le poker? C'est aussi parce qu'on y avait des compétences et qu'on comprenait très très bien les joueurs de poker. Donc pour faire une transition, ça m'avait l'air logique de changer de fonction, de métier, mais de rester dans un univers et dans un réseau qu'on connaît, avant éventuellement d'y partir complètement. Pour faire aujourd'hui, si tu veux, du conseil aux entreprises, c'est impossible de le faire sans avoir fait 1000 échecs et 1000 succès avant. Et donc, à l'époque, on n'aurait rien pu faire d'autre que une société qui allait apporter de la valeur à des joueurs de poker, à des passionnés, parce que c'est le seul truc dans lequel on était compétent. On n'avait pas fait de MBA. Nicolas, il avait fait quelques études, mais moi non, j'avais arrêté après le bac. Obligatoirement, ça pouvait être que là-dedans. Ou dans les cartes Magic, ou dans la salsa, mais il n'y avait pas d'autre business possible à m'apporter à l'époque. Donc j'ai fait deux choses. J'ai eu une idée qui tournait autour du poker, et puis je me suis entouré. Je me suis entouré de gens qui étaient très bons dans le digital. Donc j'avais des associés qui étaient vraiment doués là-dedans. Des actionnaires, on a levé des fonds avec des entrepreneurs très chevronnés comme le regretté Bruno Van Rieb, mon mentor de l'époque. Des gens comme Olivier Douce aussi, qui sont des joueurs de poker émérites et surtout des grands hommes d'affaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont mentorés, qui faisaient partie du comité de direction et qui nous ont aidés à pivoter. Parce qu'en fait, pour la faire courte, ce réseau social des joueurs de poker a eu un très beau succès d'estime avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois. Par contre, un succès économique très relatif puisque avec le Black Friday et avec la difficulté qu'il y avait de vendre de la promotion aux marques françaises, puisqu'il n'y avait plus les marques américaines, Full Tilt et PokerStars avaient coupé les budgets, c'était devenu un échec commercial, clairement. Donc grâce à eux, on a réussi à pivoter, on a réussi à modifier, et comme notre grande force, c'était la gamification, dans ce réseau social d'entreprise, on était devenu un petit peu expert en gamification, c'est-à-dire utiliser des mécaniques de game design en dehors d'un jeu, vraiment pour le travail. On s'est retrouvé à pivoter pour faire des serious games, je fast forward un peu, des serious games pour les grands groupes, pour les grandes entreprises. Et donc c'est là qu'on a trouvé notre marché, c'est là qu'on a trouvé notre market fit et qu'on a réussi à intégrer le groupe OnePoint et devenir une filiale là-bas. Ça a été de nombreuses années de galères, d'échecs et de pivots pour y arriver. Alors cela dit, vous avez dit tout à l'heure, il vaut mieux quand même commencer dans un domaine qu'on maîtrise. Je ne vais pas révéler un secret, mais quand même je vais le faire. À un moment, avec ces Serious Games et avec OnePoint, on vous a posé la question de savoir si vous saviez organiser des séminaires pour du management, pour des grands groupes, etc. Vous avez dit oui. Exact. C'était pas vrai. En tout cas, pas totalement. Mais vous êtes embarqué. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Pedro. C'est nouveau et on va y arriver, quoi. À ce moment-là, on est consultant. Je dis ça d'autant mieux que vous m'avez embarqué là-dedans et que j'en suis très content. Tout à fait. On a bossé ensemble avec des gros séminaires. C'est différent quand tu es consultant. En consultant, c'est être expert en expertise. Tu apprends à résoudre des problèmes que tu ne connais pas et ton client non plus. Passer à un certain niveau. Donc pour faire la transition en deux temps, on a eu la chance d'arriver à un moment, donc on s'est dit on va rendre fun l'expérience des joueurs de poker. Ça n'a pas marché, enfin ça a marché d'un point de vue client, mais pas d'un point de vue casino. Et en pivotant, on s'est dit ok, on va rendre fun l'expérience des collaborateurs. Et donc au départ, on voulait appliquer des briques technologiques qu'on avait construits avec notre studio à des parcours d'employés, des réseaux sociaux d'entreprises, tout comme ça. Finalement, on n'a pas fait ça du tout, parce que quand on a vraiment été au contact du marché, ce qui les intéressait le plus, c'était la culture start-up et le jeu en entreprise. Donc on a fait deux choses. On a développé des méthodes d'animation de collectif par le jeu. Donc des séminaires, par exemple, avec des métaphores, des fils rouges, des mises en situation, des jeux, des wargames, des business games, si ça vous parle. Et puis de l'autre côté, on a développé un métier d'éditeur. On a fabriqué des jeux pour apprendre en entreprise. Donc par exemple, des enquêtes dont tu es le héros. Tu dois attraper le hacker et te récolter les indices. Et en fait, c'est une formation cybersécurité bien plus fun que ça, t'as le droit de faire, ça, t'as pas le droit de faire, ça, t'as le droit de faire. Et voilà, les deux ont très très bien marché. À la fin, il y avait une équipe avec plusieurs dizaines de consultants. Il y a eu un logiciel avec plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs payants. Donc là, c'est là que ça a vraiment été intéressant pour nous parce qu'on a vécu l'hypercroissance. On était dans une boîte qui est passée de 500 à 2000 personnes, la maison mère. Et on était une filiale qui, elle, est passée de 6-10 personnes quand ils nous ont récupérés et qu'on était déjà on s'était un peu déplumé, à 70, 100 si on compte tout le studio en Bulgarie. Donc on a vécu, si tu veux, tous ces problèmes géniaux de comment je priorise mes clients,
Qu'est-ce que je fais quand j'ai un employé qui en attaque un autre physiquement? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai le choix entre 3 offres? Et là, il y a un directeur financier. Je suis pas sûr qu'il soit de mon côté de la table, en fait, parce qu'il est, voilà, il est dans mon actionnariat, mais en fait, il a aussi 49% qui sont pas à moi. Enfin, voilà. Et donc, on a vécu, si tu veux, tous les super problèmes qui arrivent quand tu as enfin un peu de pognon. Que t'as pas, qui sont pas du tout les mêmes problèmes que la start-up fauchée, qui se demande comment elle va pouvoir financer son prochain budget PE. Voilà. Et donc là, on a beaucoup appris et je pense qu'on part de là. Enfin, le savoir-faire business part de toutes ces expériences-là. Pour répondre à ta question sur on a dit oui alors qu'on savait pas faire, c'est un peu... Je caricature. Hein. Bien sûr, mais non, mais c'est intéressant comme sujet, je crois. Quand tout le monde doit faire un truc pour la première fois avant de devenir expert. Tous les experts ont été débutants, donc c'est logique. Et là, si tu veux, moi j'ai fait c'était un peu la même technique, hein, parce que Nico était très axé sur la partie digital, serious game, jeux vidéo pour les grandes entreprises, et puis moi j'étais très axé sur la partie gamification des process humains et et justement de ce qu'on appelait la Game Squad à l'époque, de tous ces séminaires, etc. J'ai fait un peu le même système qu'à l'époque. Je me suis entouré de plein de gens malins, dont certains qui avaient déjà fait des séminaires et qui savaient déjà faire, et des gens qui connaissaient rien. Et en mélangeant les gars qui savent faire et qui savent ce qui est interdit dans un séminaire, des règles, pour nous faire gagner du temps et éviter les erreurs, et les gens qui connaissent rien, donc qui ont des idées folles, qui peuvent permettre de révolutionner un peu de comment on fait un séminaire d'entreprise, parce qu'à l'époque, c'était 2016, déjà les gens commençaient à en avoir marre des séminaires, c'était un peu la mode, et donc il fallait trouver un espèce de renouveau plus que le post-it qu'on connaissait. Et donc mettre des gens comme nous, qui connaissaient rien en séminaire, mais qui étaient experts en gamification, avec des gens qui savaient faire des séminaires, ça a donné une espèce de quelques années d'avance, on va dire, sur le marché, de comment faire des séminaires réussis. Et d'authenticité, au final, parce que les séminaires, c'est de l'humain. Et tu le sais, parce que tu as fait partie des gens qu'on est allé chercher. Et que je continue. Tiens, et que tu continues. Grâce à vous. Qui connaît l'humain, qui a l'habitude d'analyser, qui a l'habitude d'animer. Et on a cherché plein de gens qui savaient animer, qui ne venaient pas forcément du monde de l'entreprise. Alors c'était très drôle parce qu'on avait des profils ultra compétents en termes de dynamique de groupe, en termes d'authenticité, de détecter quand quelqu'un est mal à l'aise et gêné. Par exemple, on avait travaillé avec Vanessa Elbuik, championne du monde de poker. Et donc ces gens avaient des compétences surdimensionnées par rapport à quelqu'un qui aurait vraiment vécu une carrière de consultant de A à Z parce qu'ils avaient vu du pays et étaient excellents dans plein d'autres domaines. Par contre, quand on leur disait j'ai un problème avec mon N+1, on se regardait tous et on disait c'est quoi un N+1 ? Parce que personne n'avait travaillé en entreprise, quoi. Donc fallait bluffer et faire oui, un problème avec le N+1, puis on notait, on repartait. C'est ça. Ouais, on va mettre de l'horizontalité dans les process, voilà. MOE, moi je regardais en secret ce que ça voulait dire sous la table, quoi. J'en ai un souvenir fabuleux d'apprendre à toute vitesse, de pouvoir surnager parce qu'on avait un truc qu'ils n'avaient pas. Mais de en dessous, le canard, tu vois, il flotte en haut, et en dessous, il pédale comme un malade. On voit pas les pattes. Alors, je vais revenir sur un moment qu'on a partagé ensemble, parce que effectivement, c'était avant que vous veniez me chercher, mais moi j'étais déjà intéressé par le monde de l'entreprise. Je sais de quoi tu parles. Pareil, mon passé de radio, on va parler chaussures. J'en ai pas connu beaucoup. On va parler chaussures et pas que à l'époque. Très bon souvenir. C'est que je vous ai embarqué. On était à Las Vegas tous ensemble, et moi j'avais lu un bouquin qui s'appelle L'entreprise du bonheur que je recommande à tout le monde, écrit par Tony Hsieh, qui était le créateur de l'entreprise qui s'appelle Zappos. Delivering Happiness en anglais. Qui avait déménagé donc à Las Vegas, et en allant fouiller à la fin du bouquin, il y avait marqué venez visiter notre entreprise, venez visiter nos bureaux. Alors déjà, je dis tiens, une entreprise qui fait visiter ses bureaux, c'est quand même pas courant. Donc on va y aller. Je vous ai appelé parce qu'on s'entendait super bien à l'époque. J'ai dit vous voulez venir avec moi parce que j'ai pas envie d'y aller tout seul. Non mais on s'entendait déjà bien à l'époque. Je corrige ma phrase. Et on m'avait dit banco. Et là, on est tombé sur un truc quand même qui nous a marqué. Je sais pas vous, mais ouais, clairement ça. Avec l'histoire avec Gaboal, c'est aussi un des moments qui a été pivot. Alors je crois qu'on est en 2014, je voudrais pas dire de bêtises. Et là, on découvre un endroit où il y a déjà quelqu'un qui te fait visiter, des gens qui te font des chorégraphies quand tu arrives dans les open space, qui chantent. Il y a que 2 bureaux fermés dans l'entreprise. C'est, si je me souviens bien, le psy et l'avocat. Tout le reste, c'est open. Ouais. À la fin, il y a une bibliothèque où on est repartis tous avec des piles de bouquins dont le prix était dérisoire et reversé à l'armée du salut locale. Enfin bref, on est reparti de là avec plein de trucs dans la tête. Ouais. Des pionniers de l'entreprise, de la culture d'entreprise novatrice, peut-être un peu exagérée, correspondrait pas à tout le monde parce qu'ils avaient une culture que je crois ils appelaient eux volontairement loufoque.
Oui. Et donc, c'est pas forcément Weird. un modèle. Il disait weird. Ils voulaient être A weird. little bit weird. Et ils allaient chercher finalement tous les gens qui se reconnaissaient pas, qui étaient très talentueux, mais qui se reconnaissaient pas dans l'entreprise classique. Et ils leur trouvaient une maison un peu particulière. Par contre, si on enlève le côté weird, qui est génial, et chaque entreprise, surtout que des gens weird trouvent leur place dans la vie, moi, je m'identifie weird, aussi sur certains aspects. Mais peut-être pas weird licorne à paillettes dans l'open space. Pour autant, ils avaient inventé des tonnes de concepts de la culture startup, dont les dérives font les joies de beaucoup de comédiens, et dont certains blocs sont devenus des blocs aujourd'hui évidents, comme mettre le collectif avant le pouvoir, comme innover en testant des trucs et en cassant des trucs, qui sont, voilà, ils ont poussé très loin des choses qui sont des poncifs du monde de la startup. Mais quand on allait là-bas, on avait capté à la fin de la visite comment ils les appliquaient et les grosses différences. Il y avait des anecdotes. Je peux vous en donner une pour comprendre ce que c'est Zappos. Et pour en plus ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, ils ont un peu été à une des incarnations du lean startup qui consiste à tester et itérer. Et donc l'exemple le plus parlant, c'est ils veulent faire le plus grand magasin de chaussures en ligne. Sauf qu'à l'époque, on ne sait pas si les gens sont prêts à acheter des chaussures qu'ils n'ont pas essayées. Donc les chaussures, ça doit quand même aller. Ça marchera pas. Devant des choses. Voilà, donc il y a une hypothèse majeure, ce business ne peut pas exister si les gens sont pas prêts à acheter des chaussures qu'ils n'ont pas essayées. Pour autant, leur modèle, c'est que chez eux, on peut trouver la Nike verte, fluo et orange, et donc une profondeur de catalogue énorme comme Amazon. Donc pour tester ça, c'est difficile, parce qu'il faut d'abord monter un catalogue avec 1000 références, et ensuite cracher et avoir perdu des millions de dollars. Donc comment on lève des fonds là-dessus ? Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé, on va vendre que à Los Angeles, on va vendre que à quelques rues de la maison des fondateurs. Et on va vendre et on va se placer en face d'un Foot Locker. Et donc, ils ont pris en photo les chaussures de Foot Locker, ils ont mis un faux magasin en ligne avec des faux stocks, basé sur une copie de la boutique d'en face. Quand quelqu'un commandait, ils prenaient le vélo, ils allaient l'acheter à Foot Locker et ils la vendaient à vélo. Du dropshipping à la main. C'est du dropshipping à la main. De quartier. De quartier. Du dropshipping de quartier. Évidemment, c'est pas un modèle économique. Évidemment, ils perdaient leur temps, ils perdaient leur argent, ils les vendaient au même prix que Foot Locker. Mais par contre, en quelques semaines, ils ont pu vérifier. Ça coûte combien d'acquérir un client avec une publicité Facebook ou une publicité Google ? Quel est le taux de conversion d'un panier ? Voilà, ils ont pu vérifier leur metrics business. Et pour quelques milliers d'euros et quelques temps de personnel des fondateurs, ils ont prouvé que ça marchait. Ils ont levé des millions d'euros, ils ont monté la vraie histoire. Et beaucoup d'aventures plus tard, ils ont vendu pour plusieurs milliards à Amazon. Donc on a une belle inspiration professionnelle sur le fait qu'on peut avoir une culture différente et aussi qu'on peut innover en essayant des choses et en faisant de l'essai-erreur. Comme tu disais, tester des séminaires quand on n'en a jamais fait. Comment on fait pour pas se cracher et brûler ? Et en même temps, essayer des trucs que personne n'a jamais essayé, sinon c'est pas drôle. Il y a un tout petit exemple sur Zappos en termes de culture d'entreprise que je voudrais juste citer très vite, c'est que quand tu fais ta période d'essai chez eux et que tu as terminé, ils te filent 3 mois de salaire pour que tu te barres. Je trouve ça complètement incroyable. Tous ceux qui acceptent, tu sais que c'était des loups solitaires qui auraient foutu la bazar dans ta boîte, et tous ceux qui refusent, tu les as à vie, tu sais que c'est des vrais bons. Clairement. Tu vas garder. Et des choses comme ça, ils en ont fait des dizaines. La moitié qui ont foiré, l'autre moitié qui ont réussi, et c'est extraordinaire comme culture, je trouve. Moi, celui qui m'a marqué, que je répète souvent quand j'ai des étudiants en face de moi et que je leur parle d'organisation dans les entreprises, c'est le fait qu'ils ont placé, je ne sais pas si vous vous souvenez, le kiosque technique pour réparer son PC ou son outil à l'entrée de la cafette. C'est-à-dire que d'habitude, dans les entreprises, quand tu as un truc qui ne marche pas, eh ben, les mecs, tu les vois jamais, tu les vois que quand t'es énervé, et donc tu t'engueules avec eux. Tandis que là, tu les vois tous les jours quand tu vas manger, ça devient des potes, et le jour où ton PC est en panne, bah, tu t'engueules pas avec un pote, et eux sont contents de t'accueillir parce qu'ils t'ont vu tous les jours aussi, ils connaissent ton prénom, etc. Et rien que ça, qui est juste un côté, je mets le truc au bon endroit, c'est aussi du très bon management. Je suis retombé sur une vieille interview, Nico, où t'as dit: je réfléchis beaucoup, parfois trop. C'est vrai. Et ça tombe bien d'être avec Pedro parce que lui, il fonce. C'est ça la complémentarité. Vous êtes de Je mèche. savais pas que t'avais Pas dit du ça. tout. Non, Vous êtes de mèche. Il t'a téléphoné ce J'ai matin. fait mes propres recherches. Parce qu'en ce moment, il est en train d'essayer de me convaincre de faire un truc et je suis en train de réfléchir. Donc là, tu peux pas mieux tomber. Mais ça veut dire que ce que tu dis en interview, c'est la vérité. Ouais, c'est deux revers c'est deux pièces de la même facette en fait. Ce qui me caractérise, c'est de prendre des risques. J'ai quitté l'informatique pour faire magicien professionnel, puis joueur de poker professionnel. Puis au lieu d'apprendre et de refaire un MBA ou de me remettre à un taf, quand j'ai fini ça, j'ai suivi Pedro qui, de son propre aveu, n'y connaissait rien à ce qu'il faisait. Ouais. Et j'ai mis de l'argent et mon temps. Tu t'es dit, c'est génial. Au départ gratuit
pour devenir cofondateur de sa boîte. Et voilà. Et après, quand on a dit il faut tous déménager parce qu'en fait on passe dans le conseil, on a pris cette décision ensemble. Et voilà. Et aujourd'hui, on a remonté ensuite un autre cabinet ensemble. Maintenant, je fais beaucoup de choses qui sont très risquées. Pour autant, je suis quelqu'un de très rationnel, donc j'ai besoin de fonctionner avec la certitude. Et la certitude, c'est regarder la montagne et me dire qu'est-ce qui est le pire qui puisse arriver si j'essaye ça et que je me rate. Et si je suis OK avec le pire cas, je peux y aller complètement. Après, je regarde plus en arrière. Une fois que je suis parti, je suis parti. Je pense qu'on l'a vu sur tous les business qu'on a fait. Une fois que je suis dedans, je suis loyal, je suis engagé, des fois intense, tout ce qu'il faut pour faire un entrepreneur chaleureux et secouant. Mais voilà, je peux pas faire ça si j'ai des doutes sur ma décision. Donc, je mets longtemps avant de vraiment bouger. Et une fois que je bouge, je pars. Et c'est un process que je recommande parce que je vois aussi des gens qui ont pris une décision, mais savent pas s'ils l'assument. Et donc, ils sont foutus. Ils se sont mis dans un système où ils peuvent pas vraiment y aller après. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Et Pedro va compléter. Un jour, il m'a dit ça marche bien notre binôme. On était dans les locaux d'Epitech, je me souviens. Il disait ça marche bien notre binôme. Toi, tu cours dans le ravin et moi, je construis le pont sous tes pieds pendant ce temps-là. Et je trouve que ça caractérise bien le binôme. Et aujourd'hui, même si on travaille plus dans les mêmes entreprises, on a encore des liens professionnels quand même. Il est aujourd'hui mentor pour Solveo, mais ça reste toujours assez vrai. Ça reste toujours assez vrai parce que, par exemple, pour ce podcast-là qu'on fait ensemble, moi, je fonce beaucoup sans trop voir tous les micro-détails, les petites lignes. Je vois les grandes lignes. Et c'est vrai que Nico, il va toujours aller fouiller, creuser, chercher et dire, là, regarde, il y a ça qui peut mal se passer. Le pire n'est jamais certain. Alors, on va en venir au pourquoi de cette émission et de cette chaîne Route. Qu'est-ce que vous avez perçu alors de votre propre expérience, c'est-à-dire sur vous-même, mais aussi chez les entrepreneurs que vous avez pu côtoyer? Et pour reprendre un mot que vous avez utilisé quand on a préparé cette émission, qui tourne en rond. C'est quoi la chose qui... je parlais de blocage au tout début de cette émission. Pourquoi est-ce que parfois c'est en boucle et qu'on n'arrive pas à trouver la sortie? C'est qu'on ne s'attaque pas à la racine. Hein. Ça veut dire ça pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. Mais on ne trouve pas le fameux... Les 5 pourquoi, là, des fois, il faudrait en faire 15. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde assez formidable où tout est... ou terrible, je ne sais pas, où tout est en train de changer à très grande vitesse, que ce soit la géopolitique ou l'intelligence artificielle et la technologie en général. Il n'y a personne là qui peut s'asseoir ici et dire « mon job dans 2 ans, ce sera le même qu'aujourd'hui ». C'est sûr que tout le monde est sur le chemin. Et donc, pour beaucoup de gens, ça passe par faire de l'entrepreneuriat. C'est le problème que l'entreprise de Pedro cherche à résoudre. C'est une fois que vous avez décidé de monter votre boîte, que ça marche éventuellement, qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça marche bien? Ou qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche bien? Voilà, selon les étapes de croissance. Et donc, donner les outils, les réflexions pour se dire, OK, souvent on a vu avec Pedro, on lance un produit, on pense qu'on connaît notre utilisateur, donc on a une expérience client qui est bien, les utilisateurs sont contents, mais est-ce que c'est ça un business? Un business, c'est pas ça. C'est j'ai des utilisateurs contents qui payent pour quelque chose, que je sais produire à l'échelle et que je sais monter mon équipe. Enfin, il y a plein d'autres problèmes qui vont arriver très vite une fois que les utilisateurs seront contents. On espère que les problèmes arrivent après. S'ils arrivent avant, peut-être il faut faire autre chose. Et ensuite, l'autre question qui se pose, c'est dans les grands groupes et dans les petites et moyennes entreprises. Que vont faire ces gens face à le besoin de se réinventer, de réimaginer leur métier, de recomprendre leurs relations avec leurs supérieurs, leurs inférieurs. Donc, eux-mêmes vont devenir des entrepreneurs. Ils vont devoir résoudre, et par entrepreneur au sens large, c'est-à-dire, je dois résoudre des problèmes que personne n'a résolus avant et mon chef ne peut pas me montrer comment on fait. Tout le monde va devoir faire ça. Donc, le but de Route ici, c'est de régler ce problème avec un parti pris, je pense, pour ma part, je pourrais compléter Pedro, c'est que la plus grosse erreur, c'est pas quand on exécute plus ou moins bien quelque chose, c'est quand on bosse au mauvais endroit. C'est très facile de passer 90% de son temps à régler le mauvais problème. Donc, Route, ça permet de comprendre en regardant des gens qui ont réussi dans des univers très différents, des gens du média, des entrepreneurs, des sportifs. Qu'est-ce qui a été le moment pour eux où ils ont su ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui a été le moment où ils ont réussi? Quelle est leur façon de travailler? Est-ce qu'ils doutent encore? Et de se dire, OK, est-ce que je traverse? Les autres le traversent aussi. Et je pense qu'on va voir un fil rouge se dégager parce que c'est ce que je vois dans les gens brillants autour de moi. C'est de la prise de recul et de la capacité à se regarder faire
et à se dire, OK, là, je suis en train de travailler au mauvais endroit et de se réajuster régulièrement. Sinon, on remplit son agenda de meetings qui ne servent à rien. Et donc voilà, comment j'équilibre le temps court, le temps long, la performance et le besoin de pivoter. Voilà, c'est plein de questions qu'on va explorer. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question. Oui, mais on peut peut-être rentrer Mais avec un ce peu plus en podcast, détail. on va essayer de décoincer. Voilà. Et on va peut-être un peu plus rentrer en détail dans la méthode, parce qu'il y a une méthode, Pedro, Ouais, il y a une méthode tout à pour fait. creuser. Mon associé chez Solveo, Roman Haussmann, a mélangé un petit peu le coaching, le mentoring, la formation, le consulting, pour essayer de trouver une autre façon d'accompagner les entrepreneurs. Il a accompagné des joueurs de poker de haut niveau, il a accompagné le coach de Magnus Carlsen aux échecs, Maxime Vachier-Lagrave, il a accompagné des grands performeurs dans l'e-sports, et il a créé son propre méthodologie qui est basée sur certains préceptes du coaching, mais qui les transgresse à certains moments, certains concepts du coach sportif et du formateur et du consultant. Et ça, chaque mentor Solveo, dont Nico fait partie, vient rapporter sa patte par-dessus. Nicolas, il y a une partie très consulting, très stratégique quand il intervient. On a des mentors qui sont beaucoup plus mindset, comme des sportifs de haut niveau qui feraient une séance avec leur coach mental. Voilà, on a des coachs qui font ça pour les entrepreneurs. Donc, ce qu'on essaye de résoudre chez Solveo, c'est cette prise de recul qu'on manque envers soi-même. Les plus grands moments où mes projets perso, mes entreprises, ou peu importe, j'ai fait un grand pas en avant, c'est quand j'ai échangé avec des gens. Quand j'ai demandé à Noah Boken, qui était un des grands joueurs de Magic de l'époque, et puis qui avait un bracelet WSOP aussi, EPT, pardon, qui avait gagné un EPT, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un bon joueur de poker? Il m'a dit, en parlant avec d'autres joueurs de poker. Quand j'ai demandé à Almira comment elle est devenue une grande joueuse d'échecs, bon, en travaillant beaucoup, mais en parlant à d'autres joueurs d'échecs. Quand j'ai demandé à Nico comment il est devenu bon au poker, c'est en parlant avec d'autres joueurs de poker. Et ça m'a toujours fasciné de savoir comment on devient fort. Et moi, je l'ai vécu aussi dans mes différents projets. C'est en parlant avec des gens que j'ai le plus appris. Et le mentoring, ça fait ça. Ou ce qu'on essaie de faire avec Root, ça fait ça aussi. On va essayer d'être le miroir de la personne pour essayer de lui faire réaliser des choses dont elle n'a pas conscience elle-même et qui sont d'une trivialité des fois folle, hein. Des fois, c'est tout bête. La réponse, elle est sous son nez. Et il suffit de parler avec sa conjointe, un copain, un mentor, une vidéo YouTube, des fois, et on débloque, on passe un palier dans lequel on était bloqué. Qu'est-ce que vous avez longtemps mal fait, tous les deux? On va essayer d'avoir un peu de street cred pendant cette séquence-là. Ouais, moi j'en ai au moins un. Je pense qu'un des trucs que j'ai mal fait, c'est de m'entêter. Donc souvent en entreprise moderne, en culture startup, on parle d'échouer vite, le fail fast, ou de test and learn, etc. En fait, c'est dur de trouver le bon équilibre entre ne pas abandonner. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure dans l'informatique, j'ai arrêté vite quand j'ai vu que ça allait être trop dur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un biais. Et mon biais, c'était que je voulais pas me confronter à la difficulté. Donc ça, c'est une mauvaise raison de lâcher. Mais après, du coup, j'ai fait le biais inverse. Je dis maintenant, je lâche plus les choses. Une fois que j'ai calculé ça. Et du coup, Ranking Hero a été une aventure merveilleuse, mais qui a été mélangée par un gros chemin de croix où on n'a pas trouvé notre modèle au début et où on s'est entêté. Et d'une certaine manière, l'histoire nous a donné raison, mais je pense aussi qu'il y a des coups d'opportunité. C'est-à-dire quand on reste plusieurs années dans une boîte avant qu'elle décolle, en fait, on aurait pu essayer 4 ou 5 trucs. Et je captais pas à ce moment-là, comme on était tous débutants dans la boîte, on avait un mauvais retour de la part des casinos qui disaient on payera pas pour votre produit. Et je pensais que c'était parce que j'étais pas encore un assez bon, j'étais plutôt commercial à ce moment-là pour la boîte. Et je me suis dit c'est parce que je sais pas bien vendre. J'ai lu tous les bouquins de négociation. Je pense que j'exagère à peine, mais j'ai lu 6 ou 7 bouquins de négociation et de vente. Il faut que je sois meilleur, il faut que je sois meilleur. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je regarde le pitch qu'on a, je vois les gars. Et je dis, OK, il ne faut pas s'entêter, ce produit n'est pas attendu par le marché. Je vais même te dire mieux. Aujourd'hui, avec des méthodes d'innovation, des méthodes qu'on mentore chez Solveo ou à titre personnel dans les grands groupes, on aurait dit, on réunit les 4 clients potentiels, parce que les casinos, c'est 4 personnes dans le monde. On leur dit, si on fait ça, on leur fait une maquette en 3 jours. Si on fait ça, vous l'achèterez? Ils répondent non, et on économise 6 mois de développement informatique. 8 mois. 8 mois. Ouais. Chaque mois coûtait cher. Donc aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre pas lâcher et aller vite. C'est-à-dire pas passer beaucoup de temps sur les trucs qui marchent pas et pas s'entêter. Donc voilà. Alors c'est quoi la clé? Parce que tu as des grands entrepreneurs qui disent tout le temps celui qui va persévérer le plus, qui va faire le plus d'heures, c'est lui qui va gagner à la fin parce que c'est un jeu de rapidité. Et tu as l'école Lean Startup Eric Reyes qui dit
pivoter vite et fail fast. Comment tu sais? Tu peux faire beaucoup d'heures. Après, beaucoup d'heures, c'est encore un autre sujet. Mais l'idée, c'est que si tu vas travailler acharné pendant X mois de ta vie sur réussir ta boîte ou scaler une boîte existante, si tu t'entêtes pas sur les mauvaises idées, tu vas tester 10 fois plus d'idées, tu vas te donner 10 chances. Alors que si tu dis, cette idée, elle doit marcher sous cette forme. Là, récemment, on m'a parlé de quelqu'un, j'ai trouvé que c'était un bon exemple. Alors, je le connais pas, donc je parle de l'histoire, mais parce qu'elle est arrivée hier. Le mec voulait absolument faire une web TV. Il était persuadé qu'il fallait faire une web TV il y a quelques années. Et donc, il a acheté plein de noms de domaine en .tv en se disant tout le monde va faire des web TV. Et il a lui-même monté son propre studio. Il a créé son propre lecteur dans un super produit qui permettait de faire des redimensionnements et des lectures vidéo, ses codecs, sa page landing web. Parce que la web TV, pour ceux qui connaissent pas, qui nous regardent et qui sont pas aussi vieux que moi, c'était l'idée que je vais porter un produit média sur mon propre site et je vais tout faire sur mon site et il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Twitch, il n'y a pas de machin. Je vais être mon propre canal, quoi. Et donc, il a tort. Et c'est con parce qu'il était en 2005 à 10 et donc c'est un des premiers créateurs de contenu au monde. Il a les meilleurs journalistes, il a le meilleur contenu, il a presque tout bon. Sauf qu'au lieu de se dire, je vais pas mettre entre 2 vidéos de chat sur YouTube parce que je maîtrise pas ensuite l'audience, et il veut pas y aller. Et du coup, pendant 8 ans, il fait ça et après, il a busté, il a plus d'argent et c'est fini. Alors que et donc il a testé qu'un shot et il a dû bosser comme un fou. Il s'est même dit le lecteur c'est pas assez différenciant de YouTube d'utiliser le lecteur Windows Media. Je vais créer mon propre lecteur qui va être encore mieux parce que moi je suis produit et qualité. Et donc il a bossé comme un taré, juste à 5 degrés de la richesse. Voilà. Donc, avec un bon produit. Un bon produit d'un point de vue technique, mais peut-être pas adapté à l'attente du marché. L'attente du marché, c'était qu'est-ce qu'il a regardé après cette vidéo de chat. Et donc lui, il est juste à côté. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est que si je regarde ma carrière, c'est que Ranking Hero, on peut peut-être la pivoter plus vite, comme j'ai expliqué, en trouvant plus vite, testant notre marché plus vite. Et bon, c'est pas grave, c'était comme ça qu'on a appris. Pour moi, c'est plus un MBA. Donc celle-là, à la limite, on va dire qu'elle est gratuite. Et puis après, donc avec Pedro, on a remonté une boîte pendant 4 ans qu'on a lancée quelques semaines avant le Covid. Ça aussi, on peut pivoter potentiellement. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on va pas pouvoir vendre pendant 6 mois, 7 mois, on avait un trésor de guerre qui allait être brûlé à rien faire parce qu'il n'y a plus de business pour le conseil pendant 6-7 mois. Et je pense qu'on le savait parce qu'on avait monté un think tank et on avait capté qu'il y aurait plusieurs stop and go de confinement. En tout cas, c'était l'hypothèse sur laquelle on travaillait. On avait en plus droit à aucune aide. La boîte avait 1 mois. Il fallait les bilans de l'année dernière pour avoir le droit des aides, donc donc bon timing. Voilà, donc bref, il y a plusieurs fois comme ça dans la vie où donc ce que j'ai raté, je trouve, c'est ça, c'est ou ce que je voudrais refaire bien à partir de maintenant, c'est être capable de saisir des opportunités, tenter des chances et lâcher plus vite quand c'est pas bon, pivoter plus vite pour me donner encore plus de. Je veux faire plein de trucs, donc il faut les faire vite et bien. C'est quoi le plus gros mythe de business auquel vous avez... il a pas dit ce qu'il a fait. Mais attends, il réfléchit là, donc. J'en ai. Il cherche. Non, j'en ai un, mais j'essayais de, tu vois. J'en ai un, mais je sais pas comment le rendre crédible parce qu'il est vrai, mais il sonne très faux. Écoute, tente-le. En fait, je te surveille. Si tu dis une connerie, je t'allume. Ma plus grosse bêtise, c'est de pas m'être fait plus mentorer. Et ça sonne hyper faux parce qu'aujourd'hui, je vends du mentoring, donc ça a l'air hyper pas crédible, sauf que c'est tellement vrai. J'ai eu ce bon réflexe, n'ayant pas fait d'études, de m'entourer de mentors, de gens plus compétents que moi dans mes idées de projets de business. Il y a eu Nico dans le poker, dans l'entrepreneuriat, les gens qui faisaient du digital, moi quand j'en faisais pas, pour m'associer avec eux pour lancer la première start-up. Il y a eu Bruno Van Riep dont on a parlé tout à l'heure, et je me suis toujours entouré de gens, mais j'ai pas assez poussé le concept assez loin. Même au poker. Au poker, j'avais plein de mentors très informels, des gens de chez Winamax, mais je suis jamais allé jusqu'à payer pour prendre des cours. Et juste à la fin, j'ai essayé Justin Bonomo, Isaac Axton, que je les plus mauvais idéalisé et qui m'ont dit non, t'es beaucoup trop mauvais pour que je puisse te coacher, mais grand regret. Mais voilà, c'est arrivé trop tard. Il a fallu 3 essais de la cigarette pour arrêter, pour que enfin j'aille voir une tabacologue. C'est 60 € la séance. Comment j'ai pu ne pas faire ça avant? Voilà. Donc mon grand regret, c'est d'avoir eu presque la bonne idée de m'entourer de gens forts, mais il m'a manqué l'étape d'après, c'est de le pousser au max, parce que je serais probablement retraité aujourd'hui sur une île déserte à faire cette interview depuis un Wi-Fi qui marche pas très bien, si j'avais, je pense, poussé cet apprentissage et ce mentoring. En fait, il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun super intéressant dans ce des réponses. Ça veut dire que la richesse, c'est le temps.
tout ce qui te permet d'aller plus vite. Là, tu vois, si tu dis la tabacologue, en fait, j'ai perdu du temps parce que j'ai pas voulu dépenser, investir sur moi-même. Et du temps, et le temps cherche pour prendre des bonnes décisions. Moi, j'ai perdu du temps parce que j'avais de l'attachement et de l'envie de réussir, et mon ego avait envie de prouver qu'il pouvait réussir là où c'était censé rater. Lancer une boîte de conseil avant le Covid, c'est censé rater. Et voilà, on a eu des très beaux clients, et on a fait des super missions, et on a eu plein de succès. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est d'enlever l'ego pour se dire, il n'y a que le temps et les décisions qui comptent, et qui peut m'aider à gagner du temps et à prendre des meilleures décisions. Donc, je reviens à ma question précédente. Quel est le plus gros mythe dans le business auquel vous avez longtemps cru et qui perdure encore, voilà, qu'on entend, qu'on peut lire J'en ai beaucoup. Pseudo-conseils. Vas-y. Le premier qui me vient, c'est les parts. Ce mythe des parts, il nous a coûté cher, je crois. Quand on a levé des fonds, la première fois, on avait cette image qu'il y a dans The Social Network, le film, ou qu'on peut lire dans des bouquins, où dans le conseil d'administration, si t'as pas beaucoup de parts, tu te lèves pisser, tu reviens, tu t'es fait virer. Ça n'existe pas, ça. Oui. C'est dans des cas extrêmement rares. La vérité, c'est qu'il faut pas, je crois, être très très proche de ses parts. Plus tu vas partager la richesse, enfin, il vaut mieux 10% d'un tas d'or que 100% d'un tas de merde, disait mon mentor. On avait beaucoup de joueurs de poker qui voulaient investir dans notre startup à l'époque, et on a arrêté à 27%, pensant qu'après on perdrait le contrôle avec les associés. Je sais pas si tu te souviens, Nico, à l'époque, et on a bloqué, on s'est arrêté là. Résultat des courses, en 8 mois, on avait tout cramé, on avait prévu de tout cramer en 12 mois, tout cramé en 8 mois, et on a passé 3-4 mois à fond pour essayer de faire un deuxième tour. Alors que si on avait monté jusqu'à 38, 39, 40, on n'aurait jamais eu besoin de dépenser cette énergie-là pour faire le deuxième tour. On aurait probablement réussi à trouver notre marché avant d'avoir plus d'argent et devoir perdre de l'opérationnalité. Je sais pas si tu as déjà pensé à ce qui se serait passé si on avait proposé aux 3 plus gros circuits de tournoi de poker de prendre des parts de Ranking Hero. Me parle pas de ça, je suis en paix avec mon passé, me remets pas en guerre. Non, mais c'est vrai. En fait, les parts, c'est ça. Les parts, c'est des associations, c'est des alliances, c'est des soutiens, et donc il faut juste que ton capital, le but, c'est que chaque pourcentage de ton capital soit utile. Qu'il n'y ait pas d'argent dormant. Ouais. Tu payes les gens soit avec un salaire ou une facturation, soit avec un pourcentage de tes revenus futurs qui sont des parts. Et donc, si tu peux amener des gens importants et puissants et utiles et de confiance dans ton capital, ça vaut largement la dilution. Je crois que c'est quelque chose que les gens n'ont pas en tête et qui est vraiment très très important. Surtout au début quand tu es personne. Parce que de toute façon, il faut mieux réussir quelque chose quitte à en avoir qu'un petit bout. Après, tu t'es fait une réputation, tu as un succès et tu peux relancer un deuxième projet derrière. Et justement, pas se dire je lance un projet, c'est le projet de ma vie jusqu'au fin de mes jours, donc je peux pas le rater. En fait, tout ça, c'est des excuses pour être paralysé. Oui. Je laisse rentrer personne, je prépare mon produit n'est pas encore prêt, je le dis à personne, sinon c'est un secret. Et en fait, ça, c'est des trucs, les gens, ils sortent jamais rien. Oui. On fait les cartes de visite pendant des heures et on ne sort jamais de produit. On y va, dès qu'on trouve quelqu'un qui peut amener de l'énergie et du momentum, on le rajoute, et à la fin, on a un projet humain et chaleureux et incontrôlable, mais de toute façon, si on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Dans les mythes auxquels j'ai souvent cru, et tout est résumé, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure dans le bouquin Lean Startup d'Eric Reyes, lisez-le, c'est un bijou ce livre. Échouer, c'est mal, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit, on est barré au stylo rouge à l'école, quand on fait des fautes et c'est pas bien, et nos parents nous grondent. Et on est puni d'écran ou de McDo quand on a des mauvaises notes, et il faut pas se tromper. Dans l'entrepreneuriat, c'est tout l'inverse. Il faut se tromper très très vite avant de plus avoir d'argent pour invalider un maximum d'hypothèses. Quand t'as pas réussi à invalider ton hypothèse pendant assez longtemps, c'est qu'elle est bonne. Tu peux la valider, donc tu dois foncer. Et Nico l'a très bien dit tout à l'heure, on s'est entêté à faire le meilleur produit. L'exemple du gars que t'as donné avec son lecteur vidéo, c'est exactement pareil, on s'entête. Alors qu'en fait, il faut essayer de se tromper vite et pas cher. On est obligé d'arriver au succès si on pivote un nombre de fois assez conséquent. La moyenne, c'est 5, je crois, pour arriver au market fit. Si au bout de 3 pivots, t'as décramé tout ton oseille que t'as levé ou ton capital énergétique que t'avais avant de burn-out, tu vas pas arriver au succès. Il faut que tu te sois trompé au moins 5 fois pour arriver au succès. Donc, trompez-vous vite. C'est le truc qui aurait clairement changé nos parcours si on avait appris que se tromper, c'est cool. J'aime bien le concept de invalider les hypothèses. Il y a presque une démarche scientifique. Exactement. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, je suis en train de lancer un projet de start-up
qui est potentiellement un truc qui va être intéressant. Et donc, on s'est posé la question, c'est quoi les 3 trucs qui doivent être vrais pour que ça marche? Il y a des catégories d'hypothèses sur est-ce qu'on sait faire ça techniquement. Il y a des catégories d'hypothèses sur est-ce que les gens ont envie de ça. Et il y a des catégories d'hypothèses sur est-ce qu'on arrivera à les facturer suffisamment. Et donc, on liste des tests. Donc, par exemple, est-ce que les gens ont envie de ça? J'ai pas besoin de construire le produit, je peux simplement mettre une publicité et voir si les gens cliquent et récolter leurs emails. Si les gens cliquent avec un certain taux, qui est bon, que je connais, que je vais comparer avec des comparables, je sais que ce produit est viable sur le marché. Maintenant, la question, c'est est-ce que je sais le construire? Et donc là, on peut faire des faux prototypes et voir si les gens seraient d'accord pour avoir ce produit. Et voir quelle est leur réaction quand ils testent un produit en maquette. Si je sais que les gens vont aimer ce produit et qu'ils vont l'identifier sur une pub et être capable de l'acheter, je peux même mettre un prix pour valider l'hypothèse de coût, et ben je sais que je peux lever, sur la base de ces 3 trucs-là, je peux lever des fonds. Et donc ça se teste en quelques semaines. Ça se teste pas en quelques années. Avant de devenir une boîte de conseil, notre dernière aventure, on avait créé une boîte de mince, j'ai perdu le mot. Ça y est, tu me l'as cassé, tu me l'as fatigué. Non, mais c'était tellement innovant que tu vois, il y a même pas de mots qui existaient. Non, mais ça va être l'heure là. On va le ranger. On arrive à la fin. On va le ranger, c'est fini. Le syndic de copropriété digital. Oui. En fait, je m'en souviens. On avait fait une démarche très scientifique pour essayer de regarder parmi toutes les idées qu'on avait, quelle était la moins pire, la meilleure. Et donc, on a invalidé toutes les hypothèses pendant un bootcamp où on avait loué un Airbnb dans la nature. On était 4 associés à l'époque. Et on est arrivé à la conclusion que c'était le meilleur business. Et le temps nous a donné raison d'ailleurs parce que il y a eu pas mal de boîtes à succès qui ont digitalisé le syndic de copropriété. Et je me souviens aussi pourquoi vous n'y avez pas été finalement. Ouais, il y avait une 4e hypothèse qu'on avait oublié de valider. Ça va nous plaire. Oui, c'est ça. Je m'en souviens très bien. Tout était au vert. On a dit, si on fait ça, on va gagner de l'argent et on va détester notre vie. C'est ça. Ce qu'il va falloir gérer. Parce qu'au début, il faut le faire soi-même. Donc, on va gérer les maires de syndic de copropriété. Parce que l'industrie qu'on a vue était pleine de gens avec des modèles économiques pas ouf, en semi-arnaque, donc avec qui t'as pas vraiment envie de faire des partenariats. En tout cas, c'est l'image que ça nous a envoyé. Désolé pour tous ceux qui bossent dans cette industrie. Et j'en suis sûr, ils sont pas très nombreux, mais ils existent, qui sont sympas. Mais on vous a pas croisés. Et voilà. Et donc on s'est enfui assez rapidement parce qu'on a vu qu'au bout de 2-3 mois, ça risquait de marcher et qu'on était déjà triste. Ce qui est un signe quand même à prendre en compte. On arrive presque à la fin de cette première émission. La suite, là, faut donner envie aux gens qui nous regardent, en espérant qu'ils soient restés jusqu'au bout. Les prochains invités, est-ce qu'on a déjà des noms? Ça va ressembler à quoi? Ça va être la fréquence? Allez hop, on vend là. Alors, le pitch. On va essayer de sortir une émission par semaine. On a comme l'a dit Nico, des sportifs, des gens des médias. On a des gens qui ont des parcours hors normes. C'est ça le principe de l'émission, c'est de trouver des gens qui n'ont pas un parcours classique et de comprendre quelles sont les racines du succès, les causes, qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le parcours classique et les conséquences aussi. Est-ce que c'est une bénédiction et une malédiction d'avoir un parcours hors normes? Ça vient avec des avantages souvent, le succès. Et avec des avantages. Donc c'est ça qu'on essaye de creuser. On essaye pas de langue de bois, on essaie de faire ça de manière un peu fun aussi. Il y a des petites séquences dans l'émission, j'espère, qui vous plairont, qui sont un peu différentes de ce qu'on trouve d'habitude. Mais vraiment la base de la chose, et si ça s'appelle Racine, c'est pour ça, c'est parce que on cherche les causes du succès et qu'est-ce qui fait que on se différencie. Bon, ça on coupera au montage. Vas-y, fais le mieux, Nico. Pitch 2. Il sait pas vendre, il est trop humble. Donc, vous allez voir des grandes stars connues et méconnues. Un des tout meilleurs joueurs de poker du monde qui a gagné plusieurs millions dans sa carrière et qui va nous expliquer les racines du succès. Le coach des plus grands sportifs et joueurs de poker aussi qui va vous expliquer comment se driver vers la performance. Des médias qu'on rencontrait qui étaient là au démarrage des années de Canal+, et qui ont été la voix et qui étaient tapis dans l'ombre et qui ont vu un peu tout ce qui s'est passé dans le monde du show business. Un entrepreneur qui a monté une boîte avec plusieurs centaines de personnes et fait un exit pour des centaines de millions. Différents parcours donc qui n'ont rien à voir entre eux. Et à chaque fois, on va identifier un petit peu quelle est un peu la clé de cette personne-là. Et donc, vous pourrez trouver chacun, selon ce que vous voulez faire, des conseils pratiques et des idées pour aller plus loin. C'est mieux vendu, j'achète. C'est vendu différemment. Et c'est gratuit. Alors ça c'est bien, de le rappeler. Le défi, ça va être de mélanger des parties profondes et intenses
de Racine, avec des anecdotes un peu fun, parce que quand on voit un joueur de poker, on veut quand même savoir ce qui s'est passé le soir après la victoire. Et quand on veut un entrepreneur avec un exit, on veut savoir qu'est-ce qu'il regrette après avoir ouvert le champagne. Donc voilà, vous faire un peu vivre en toile de fond des univers que vous connaissez pas et en tirer des conclusions pour votre propre carrière. Alors j'ai quand même une question supplémentaire à vous poser, c'est que là on parle de start-up, de boîte. Est-ce que quelqu'un qui est indépendant, freelance, qui n'a pas vocation non plus, qui veut bien vivre de son métier, de son expertise, mais qui n'a pas non plus vocation à faire plus de, allez, on va dire 100 000 euros par an, même 50 000 déjà il sera content, est-ce qu'il peut quand même regarder l'émission? Est-ce qu'il va apprendre des choses? Alors c'est marrant, c'est la discussion qu'on avait à déjeuner avec Maxi Dan, qui est un grand YouTuber que vous allez voir aussi dans une des émissions futures. Il y a deux archétypes de gens qui sont intéressants, je trouve, dans notre émission. Et un qui sont des gens qui veulent tout gagner, grandir à tout prix, qui sont drivés par un but. Moi, je me vois avec tant de millions d'euros, je vais être le plus grand des franchises de tous les temps de ma catégorie. Peut-être ça parlera moins à quelqu'un qui dit « moi, je veux faire un bon business à mon échelle et ça me va très bien, mais je veux juste être excellent ». Voilà. Parce qu'effectivement, là, on a une notion un peu de sacrifice du présent vers un futur désiré, qui est parfois saine et parfois pas. Et c'est un des trucs qu'on travaille avec les mentorés de Pedro, d'ailleurs, de comment j'équilibre. Si je ne peux être heureux que quand j'ai atteint un but, qu'est-ce que ça signifie? Et de l'autre côté, on a des gens hyper sains, déjà aujourd'hui, qui sont heureux, mais qui ont quand même une façon de prendre des décisions dans leur vie qui les amène à prendre des risques et à réaliser des choses extraordinaires et être en phase avec leurs valeurs. Voilà, les deux sans aucun sacrifice. Et c'est un des trucs que je trouve remarquable, c'est que de voir que les deux existent. Et au poker, c'était déjà le cas, et je te citerai ça là-dessus. Je m'étais fait reprendre, ou pas reprendre, mais interpeller par un associé, Arnaud Materne, que je connais aussi, qui lui vivait très mal les défaites. Ça le rendait fou dès qu'il perdait une partie. Alors que moi, j'étais plutôt stoïque. C'est la vie, j'ai payé mes factures. Alors, c'est pas toujours, c'est peut-être pas au-dessus caricatural tout le temps, mais je faisais partie des gens qui étaient plutôt, moi, je suis heureux là où je suis, et ça m'empêchait pas de travailler. Alors, pour beaucoup de gens, le travail vient du fait qu'ils sont pas forcément satisfaits du présent. Moi, je comprends ta question comme ça. Est-ce que les gens qui sont satisfaits dans leur présent ont encore envie d'apprendre? Est-ce qu'ils vont apprendre des choses avec nous? Et je pense que oui. Et je pense qu'ils ont envie de pérenniser aussi leur activité, même si elle est pas forcément au firmament. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et puis je pense que tout le monde a un peu d'ambition, et à minima l'ambition de s'adapter au monde qui change. Donc, je pense que là, on va voir des gens qui s'adaptent, qui rechangent, qui remettent. Plusieurs de nos invités ont tout cassé une fois qu'ils avaient eu du succès pour recommencer à zéro, ou en tout cas à zéro dans un nouvel ère, avec pas de réseau et pas forcément d'avantages spécifiques, à part un peu de temps et pas de pression sur leur loyer. Donc voilà, voir des gens qui se réinventent, je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens. Et puis, moi, après, ils m'ont inspiré. Il y a un autre type, je pense, d'émissions d'en route que vous retrouverez qui pourront intéresser beaucoup les entrepreneurs qui n'ont pas forcément vocation à monter des empires. C'est des émissions où on va essayer avec Nicolas de discuter à deux, sans recevoir d'invités, mais de parler des difficultés que rencontrent les entrepreneurs ou les salariés qu'on accompagne dans leur transformation. Et on va parler d'outils, on va parler de problèmes récurrents, d'erreurs récurrentes. Et là, je pense que ça va être hyper riche d'enseignements, je pense. Parce que des zooms sur des thématiques d'entrepreneurs ou de managers. Ou d'outils très pratico-pratiques, on va vous aider à démarrer. Comme par exemple l'étude qu'on avait fait, nous, très scientifique, sur quelle idée de business choisir. Ça fait partie des sujets qu'on pourra aborder. Et c'est rigolo parce qu'on n'en a pas parlé, mais la racine de route, le commencement, comment ça a démarré tout ça, c'est des clients à nous et des mentees de Nicolas. D'où est partie l'idée de lancer ce podcast? Justement pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément vocation à monter des empires. Un de tes mentees m'a dit pourquoi vous asseyez pas avec Nico, vous filmez, vous faites un podcast à la bonne franquette et vous expliquez les problématiques que vous réglez avec moi en session. Pourquoi vous en parlez pas? Ça pourrait profiter à des milliers de jeunes entrepreneurs. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Donc Thomas, si tu nous regardes, merci beaucoup de nous avoir insufflé cette idée. Merci à tous les deux pour ce premier épisode qui en appelle déjà plein d'autres. On se revoit, je sais pas, on prend l'engagement dans un an. Allez, je reviens. Et puis on fait un point. Ouais. Merci à tous les deux. Merci. Et à très vite. À très vite.